Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je suis Pascal Malingue, le directeur de Cogilog, et je suis ravi de vous accueillir ce matin pour ce webinaire sur la facture électronique. Euh, on va faire le maximum pour tenir en 30 minutes. Je vais d'abord dérouler le webinaire et puis ensuite on fera le tour des questions que vous aurez pu poser sur le chat. Alors, quelques mots. Tout d'abord, sur Cogilog, pour me présenter. Cogilog, nous sommes un éditeur de logiciels de gestion qui propose une gamme complète de logiciels, notamment un logiciel de comptabilité, de gestion commerciale, c'est-à-dire tout ce qui est facture, gestion des stocks, de paye et RH et de déclaration fiscale. Aujourd'hui, nous sommes le leader sur le marché des logiciels de gestion pour Mac, avec plus de 10 000 entreprises clientes et 300 cabinets comptables. Et nous sommes également un organisme de formation pour accompagner nos clients sur la prise en main de leurs logiciels et la découverte des fonctionnalités plus avancées. Aujourd'hui, l'enjeu de ce webinaire, c'est de parler du sujet de la facture électronique et de comment cette facture électronique va très clairement, dans les années à venir, profondément modifier le métier des comptables à la fois en entreprise et en cabinet. Alors, quelques mots d'abord sur la réglementation en matière de facture électronique. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les entreprises qui sont assujetties à la TVA vont être concernées par la facture électronique dès 2026. Pourquoi? Parce que même si le calendrier a été plusieurs fois reporté, aujourd'hui, nous sommes sur un calendrier qui prévoit une mise en place de cette réglementation en 2 étapes. Première étape, au 1er septembre 2026, toutes les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire auront l'obligation de générer des factures électroniques et de les mettre à disposition de leurs clients sur les portails. Deuxième étape de ce calendrier, 1er septembre 2027, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, auront l'obligation de générer leurs factures suivant un format de type facture électronique. Pourquoi est-ce que tout le monde est concerné dès 2026, et notamment tous les comptables en entreprise ou en cabinet? Parce que pour tenir la comptabilité fournisseur, tout un tas de factures fournisseurs, probablement la majorité des factures fournisseurs, vont dès septembre 2026 être mises à disposition suivant un format de facture électronique. Quelques professions, particularités, secteurs d'activité sont exclus du périmètre facture électronique. C'est principalement ceux qui bénéficient d'une exonération de TVA, que ce soit les professions libérales, les acteurs du métier de l'occasion, les secteurs de l'enseignement et de la formation, de l'immobilier et tout ce qui est association à but non lucratif. Donc on le voit, il y a une forme de correspondance entre ce qui est exclu du périmètre de la facture électronique et ce qui est exonéré de TVA. Alors, comment ça marche la facture électronique? En fait, l'administration a été relativement précise dans la norme attendue pour ces factures électroniques. Il y a plusieurs formats de factures électroniques qui ont été établis. Le plus commun, c'est un format qu'on appelle FactureX. Le principe de ce format FactureX, c'est de joindre un formulaire PDF tel qu'une facture actuellement, avec un fichier informatique normalisé. Le format, c'est XML. Et le rassemblement de ces deux éléments, le PDF plus le petit fichier à côté qui contient le contenu de cette facture, va être envoyé. L'intérêt de ce schéma-là, PDF et fichier associé, c'est que le PDF, il est lisible par un œil humain lorsqu'on va réouvrir le document pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dans la facture. Et le petit fichier à côté qui est rattaché au PDF et dont la structure est normalisée va pouvoir être lu par des machines et donc interprété par notamment des logiciels de comptabilité. Ça va être l'objet de la petite démonstration dans un deuxième temps. L'intérêt, c'est que ça peut être donc relu par un humain et interprété par une machine. Il existe en plus 2 autres formats qui ont été définis, qui vont être autorisés pour la facture électronique, qui sont aussi des formats tels que le petit fichier XML, mais qui, eux, ne contiennent pas la facture PDF, ce qui fait que c'est plus difficile à interpréter pour un humain. De manière générale, l'objectif de l'administration, c'est clairement de pouvoir faire en sorte que les machines puissent interpréter ces
ces factures électroniques, à terme, l'administration ne cache pas son ambition de prévoir des déclarations de TVA pré-remplies à partir des factures électroniques qui ont été télétransmises. L'administration prend souvent le comparatif avec la déclaration fiscale des particuliers, la déclaration pré-remplie. Par le papier, historiquement, c'était au contribuable de renseigner sa déclaration d'impôt en reprenant ses bulletins de paye, toutes ses sources de revenus. Aujourd'hui, on a une déclaration pré-remplie en tant que particulier. Eh bien, l'administration a la même ambition pour les entreprises. Aujourd'hui, on établit une déclaration de TVA chaque mois de manière déclarative. Demain, l'administration s'attend à nous envoyer une déclaration pré-remplie sur la base de tout ce qui aura été collecté au cours du mois. Donc, ces factures électroniques, quel que soit le fichier retenu, vont devoir aussi être envoyées via un portail à l'administration fiscale. Ce portail est public et aussi appelé portail public de facturation, PPF. Pour ceux qui facturent déjà des organismes publics, ce sera une émanation de Chorus Pro. Et l'idée, c'est que le dépôt des factures pourra se faire soit directement par l'émetteur de la facture sur ce portail public, soit au travers de portails privés intermédiaires, dont on va voir un petit peu les contours, qui s'appellent des portails de dématérialisation partenaire ou des PDP. L'idée, c'est que grâce à ces portails, l'administration ait en temps réel une vision immédiate des montants de TVA collectés par les entreprises. Et qu'elles puissent de ce fait accéder directement à ce détail et pré-remplir les déclarations fiscales. Alors, un petit schéma, c'est toujours utile pour bien comprendre cette organisation qui a quand même une certaine complexité. On a ici le principe de base qui est le fameux PPF, portail public de facturation, qui est directement connecté à l'administration fiscale. Donc, qui va envoyer tous les jours à l'administration fiscale les éléments, notamment de TVA collectée, TVA collectée par toutes les entreprises assujetties. En termes d'émetteurs, il y aura 2 canaux de communication. L'émetteur d'une facture, le fournisseur, il pourra passer par son logiciel, qu'on appelle OD, pour envoyer directement sa facture électronique au PPF, au portail public. Donc, un envoi dématérialisé de la facture au PPF. L'administration prévoit bien que c'est via ce canal-là aussi que... Enfin, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, il envoie directement sa facture au portail public. Il a un autre canal disponible qui consiste à passer par un portail intermédiaire, les fameux PDP privés. Donc, le fournisseur, l'émetteur de la facture, va déposer sa facture sur le PDP et le PDP lui-même va envoyer sa facture au portail public qui lui-même va l'envoyer à l'administration fiscale. Quand on se positionne maintenant côté client, comment est-ce qu'on va recevoir cette facture? Eh bien, on va de la même manière se connecter en tant que client pour recevoir ses factures fournisseurs. On va soit se connecter au portail public pour récupérer les factures, soit passer par un portail intermédiaire qu'on appelle le PDP pour là aussi récupérer les factures. C'est-à-dire que le cycle ou le schéma traditionnel où le fournisseur envoie sa facture au client va être supprimé d'une certaine manière puisque c'est le fournisseur envoie sa facture à un portail et le client récupère toutes les factures depuis le portail. Alors, quelles conséquences pour le comptable, qu'il s'agisse d'un comptable en entreprise ou en cabinet? Eh bien, dans le monde actuel, en quelque sorte aujourd'hui, la tenue de la comptabilité impose de collecter des factures fournisseurs, les factures fournisseurs, afin de calculer et justifier le montant de TVA déductible. Cela impose donc aux comptables et aux cabinets d'aller collecter, rechercher l'ensemble des factures fournisseurs, qu'elles soient reçues par email, par courrier, par intranet, quel que soit le canal de réception, il faut aller à la chasse à la facture fournisseur en quelque sorte pour avoir le justificatif de TVA et ensuite, une fois qu'on a collecté ces informations, saisir les factures fournisseurs en comptabilité. Il existe
depuis quelques années déjà, des systèmes qui permettent de gagner du temps sur cette saisie des factures fournisseurs, notamment les fameuses solutions dites d'OCR. OCR, c'est la reconnaissance optique des caractères, où on va pouvoir déposer des factures scannées, reçues par email sur un portail d'OCR et qui va lui-même générer des écritures comptables. Le principe de l'OCR, c'est d'aller dans un fichier, dans une image de fichier, reconnaître les éléments de la facture qui nous intéressent pour générer l'écriture comptable. Donc l'OCR, il va relire le fichier PDF, identifier que l'entête indique que c'est la facture d'EDF par exemple, identifier que le pied de page indique que le montant hors taxe est tel montant, la TVA, le montant TTC, et grâce à ça et à la configuration qu'on aura réalisée, ça va générer une écriture comptable. Demain, donc ça, c'est un système qui est utilisé par la majorité des entreprises, qui représente une charge de collecte et d'affectation des factures aux écritures ou aux paiements réalisés, qui peut être significative lorsque l'on a une compta fournisseur significative. Demain, grâce à la facture électronique, il y a en quelque sorte un changement de paradigme, puisqu'il n'y a plus besoin d'aller à la chasse aux factures en quelque sorte. Le comptable va pouvoir les collecter en une seule fois sur un seul portail, l'ensemble des factures fournisseurs d'émetteurs français dans un premier temps qu'il aura reçues. Et cette collecte, elle sera par nature exhaustive, sans risque d'oubli, puisque il n'y aura pas de facture oubliée dans un email, comme ça peut être le cas aujourd'hui. L'émetteur d'une facture a l'obligation de transmettre la facture sur le portail, donc elle est obligatoirement disponible sur le portail. L'intérêt ensuite, une fois qu'on a collecté ces factures, c'est que des logiciels de comptabilité tels que le logiciel Cogilog Compta, mais il est probable que la majorité des autres acteurs proposent des solutions de même nature, vont permettre de créer des règles d'import et d'importer automatiquement ces factures en comptabilité. On le voit bien, on a une économie de temps à plusieurs niveaux avec ce nouveau système de facture électronique. Premièrement, une économie de temps au niveau de la collecte des pièces justificatives et deuxièmement, une économie de temps au niveau de la saisie des écritures comptables puisqu'on va pouvoir créer des automates entre la pièce et l'écriture comptable associée. Je vais vous proposer maintenant une petite illustration dans notre logiciel Cogilog Compta de comment fonctionnera ce traitement de la facture électronique. Alors pour ceux qui connaissent le logiciel, vous allez reconnaître le mode de fonctionnement. Pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel, retenez que Cogilog Compta, c'est un logiciel qui permet de saisir aujourd'hui les écritures comptables ou de les importer de manière très simple et intuitive, aujourd'hui à destination des utilisateurs sur Mac. Donc on va voir dans un premier temps comment est-ce qu'aujourd'hui on saisit une écriture comptable. Ensuite, dans un deuxième temps, comment est-ce que grâce aux factures électroniques, on va pouvoir créer des règles d'affectation et importer en masse des écritures comptables avec des factures électroniques justificatives. Alors, je quitte ma présentation et j'ouvre le logiciel qui s'appelle Cogilog Compta pour la saisie des écritures comptables. Pour saisir une écriture comptable aujourd'hui, avant la facture électronique, on va dans l'écran de saisie des écritures, on appuie sur la ligne plus sur la touche tabulation, le logiciel nous propose une date, on va saisir un compte de charge, par exemple du gaz, on va saisir un libellé, facture GTF 4, un montant. Le logiciel va proposer un calcul de TVA et va proposer d'équilibrer sur un compte, là par exemple GDF. Aujourd'hui, c'est de cette manière-là que l'on saisit des écritures comptables dans le logiciel Cogilog Compta. Demain, le fonctionnement va être un petit peu différent puisque on va d'abord définir des règles d'affectation et ensuite importer directement nos écritures. Alors, on y va. La définition des règles d'affectation fonctionne de cette manière-là. On ira dans le logiciel dans Règles d'import des factures électroniques. On a un paramétrage général qui est important parce qu'il permet de dire, par exemple, quel est le libellé des écritures comptables qu'on va générer. Il y a pas mal d'options possibles.
Là, dans mon cas, je veux que le libellé des écritures générées automatiquement soit constitué du nom du fournisseur suivi du numéro de la facture. Mais on pourrait avoir le type de facture, le numéro SIRET, et de la même manière pour des champs complémentaires. Donc ça, c'est les réglages généraux. Et ensuite, les règles d'affectation en tant que telles, c'est la règle d'affectation, on va dire, tel fournisseur, il va me générer une écriture comptable sur tel compte, et voici son compte fournisseur rattaché. Alors, ces écritures, on peut soit les saisir à la main, mais nous, on a prévu un cas de figure plus simple qui consiste à prendre directement toutes les factures électroniques qu'on a, donc là, j'ai quelques exemples, et à les importer. Alors là, on a un petit compte-rendu d'import des factures, en tout cas des règles générées associées à des factures. Il nous dit qu'il y a une facture qui a été ignorée et 4 fournisseurs qui ont été reconnus. Donc ça, c'est très bien. Est-ce qu'il est mon écran ? Voilà, on nous dit qu'il y a du coup 5 règles qui ont été créées. Alors, plusieurs cas de figure. Là, la règle a été créée parce que dans la facture qu'on a importée, qu'on a importé, on a reconnu l'identifiant qui correspond au SIRET du fournisseur, le nom du fournisseur, mais là, le fournisseur n'a pas été reconnu, donc il l'a mis sur le compte par défaut. Donc là, dans le logiciel, si le fournisseur existe déjà, on va le rattacher à ce fournisseur. Ensuite, on va définir pour ce fournisseur-là, OVH, c'est un fournisseur de services de télécommunications, je vais rattacher le bon compte de charge. Donc, on va aller chercher le compte de charge. Là, en l'occurrence, ça va être frais de télécommunication, par exemple. On a un journal d'achat, éventuellement une section analytique. Donc, pour cette règle, on a dit, dès lors qu'on apportera une facture du fournisseur qui a ce numéro SIRET, qui s'appelle OVH Cloud, il sera rattaché au compte fournisseur 401 OVH et au compte de charge 626 200. Dans certaines règles d'import, le logiciel a un petit peu d'intelligence et typiquement EDF, la règle d'import a reconnu le nom du fournisseur par rapport à un compte fournisseur existant EDF, donc il a créé automatiquement la règle. On va mettre le bon compte de charge là aussi. Tac, c'est de l'électricité. Certains fournisseurs peuvent rester en fournisseurs divers. Celui-ci, il va rester en fournisseur divers, mais on va lui mettre par exemple directement le compte de frais de télécommunication. Et celui-ci, Apple, peut-être qu'on a un compte. Et oui, on a un compte. Donc, on le rattache directement à un compte fournisseur qui existait déjà en comptabilité. Et puis, on va lui mettre un compte de charge, le bon compte de charge, fourniture administrative, par exemple. Nos règles d'affectation ont désormais été créées et validées. Une fois qu'on a créé nos règles d'affectation, et elles vont rester d'un mois sur l'autre, on va importer directement nos factures. Et là, comment est-ce que ça va fonctionner ? On a dans le menu d'import des données un import des factures électroniques. Donc, on fait fichier importer. On va reprendre les mêmes factures qui ont généré les règles de gestion. Je les importe. Et voici le résultat de l'import. Alors, c'est très bien. On voit qu'on a le fournisseur EDF ici, où on a une écriture comptable qui a été générée. On nous dit bien que c'est une facture du 17 janvier d'électricité. La numérotation de la facture s'est faite automatiquement. Le libellé a respecté la règle de gestion qu'on avait prévue, avec le nom du fournisseur et le numéro de la facture, et il l'a bien rattaché au compte fournisseur EDF. Ce qui est intéressant aussi dans le logiciel Cogiloc Gestion, c'est qu'on a une traçabilité vers la pièce d'origine grâce à ce petit bouton. Et donc, en cliquant sur ce petit bouton, on peut ouvrir le document d'origine. Donc là, on a une interrogation. Eh bien, on retrouve bien notre facture d'EDF à destinataire du client qui s'appelle Parfum du Sud, le montant hors taxe, la TVA, qui correspond à l'écriture comptable qui vient d'avoir été générée. Donc, à tout moment, on va pouvoir auditer l'écriture comptable qui s'est générée en quelque sorte automatiquement grâce à la pièce justificative que l'on peut ouvrir dans le logiciel. Donc, voilà le principe de fonctionnement. Dernier cas de figure dernière fonctionnalité, tout au moins à laquelle on a déjà pensé, et là qui va concerner plus les groupes de sociétés ou les cabinets comptables.
Dès lors qu'on a un plan comptable un petit peu homogène, on va pouvoir se dire que les règles de gestion que l'on a définies, on veut les déployer sur plusieurs entreprises. Le logiciel Cogilog Compta est un logiciel qui permet de traiter plusieurs entreprises, un logiciel multi-société. Et les règles de gestion que l'on a vues tout à l'heure, on va pouvoir les déployer sur plusieurs dossiers. Pour cela, je retourne dans mon écran de configuration des règles d'import. Et ces règles-là, je vais pouvoir ce qu'on appelle les recopier. Ici, je vois toutes les autres entreprises, tous les autres dossiers de comptabilité qui sont disponibles. Je vais pouvoir tout décocher, par exemple, et recopier toutes mes règles de gestion du dossier Parfum du Sud sur un autre dossier, une autre entreprise qui s'appellerait, par exemple, Parfum du Nord. C'est recopié. On a toujours un compte-rendu quand on importe ou que l'on copie des données. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que sur le dossier de comptabilité, l'entreprise qui s'appelle Parfum du Nord, cette règle-là n'a pas été dupliquée parce que ce compte fournisseur 401 OVH n'existe pas. En revanche, ces règles-là ont bien été créées puisque le fournisseur EDF existait, celui-ci c'était un fournisseur divers et celui-là, Bouygues, Apple, il a bien reconnu les informations, donc il a pu dupliquer les mêmes règles. Ça, c'est intéressant pour toutes les entreprises ou les cabinets comptables qui ont des plans comptables assez homogènes et qui veulent finalement ventiler les mêmes règles d'affectation sur différents dossiers. Voilà pour cette petite illustration ou démonstration qui, je pense, pour les utilisateurs du logiciel Cogilog Comptabilité, permet de se projeter dans le mode de fonctionnement de la facture électronique à l'avenir, et pour des utilisateurs d'autres logiciels, permettent aussi d'imaginer comment la facture électronique va changer un petit peu les règles du jeu dans les années à venir. En guise peut-être de conclusion avant de passer aux questions, j'ai quelques éléments important à rappeler. Le premier, c'est que la mise en place des plateformes, notamment la plateforme publique, le PPF, et les plateformes intermédiaires privées PDP, ne sera opérationnelle qu'en 2026. Le planning initialement prévu prévoyait un déploiement dès 2024. Il a été décalé à 2026 du fait que, notamment, le portail public PPF n'était pas encore prêt. Donc, c'est important de s'y intéresser dès à présent. Après, rien ne sert de partir trop tôt, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas ou très peu d'entreprises qui génèrent des factures électroniques et qui les mettent à disposition de leurs clients. En prenant un petit peu de recul, il n'est pas encore clair, selon nous, de savoir si le chemin privilégié pour la majorité des entreprises passera soit directement par le PPF, soit par des plateformes intermédiaires PDP. Les deux cas de figure ont leurs avantages et leurs inconvénients. Aujourd'hui, il est possible que 80% des flux passent par l'un ou par l'autre. Ce qui est à peu près certain, c'est que la mise en place de la facture électronique doit permettre un gain de productivité important pour toutes les sociétés au niveau de la compta fournisseur dès 2026. Et de fait, l'administration fiscale communique aussi sur ces gains de productivité comme un des objectifs retenus pour la mise en place de la facture électronique. Ces gains de productivité doivent venir du fait que, premièrement, on perd moins de temps à collecter les pièces fournisseurs qui aujourd'hui sont disséminées via de multiples canaux. On le sait tous, quand on doit aller rechercher une facture fournisseur qui est sur l'intranet d'un fournisseur et qu'il faut les accès et que le mot de passe pour accéder à l'espace client a changé, on peut galérer un petit peu. Demain, toutes ces factures elles seront disponibles sur un portail unique. Et le deuxième levier de productivité, c'est de gagner du temps au niveau de la saisie des écritures comptables, puisqu'on pourra détecter automatiquement les bons montants depuis la facture électronique. Il n'y a plus de risque d'erreur de recopie ou de risque d'erreur de mauvaise reconnaissance via un système d'OCR, puisqu'il y a bien un fichier justificatif de l'ensemble des montants TTC ou hors taxe. Si la réforme arrive en 2026, il est cependant intéressant pour tous les émetteurs de factures de s'interroger dès aujourd'hui sur leur capacité de leur logiciel de facturation, voire même de caisse, à générer des factures électroniques et à les transmettre à un portail certifié, qu'il s'agisse du PDP ou du PPF. Ce que l'on peut
prendre comme assumption, c'est que tous les éditeurs significatifs ou qui assurent un minimum de veille réglementaire sont sur les starting blocks pour être prêts pour l'échéance du 1er janvier 2026. En revanche, les outils de facturation un petit peu obsolètes, pour lesquels il n'y a plus forcément de maintenance, ou les outils un petit peu développés maison pour faire des factures 100% custom, bah là, il faut se poser la question, est-ce que j'ai les moyens ou mon fournisseur aura les moyens de me proposer une mise à jour qui permette de gérer cette facture électronique et de la déposer sur le portail avec le minimum de saisie ou d'action à réaliser. Et notez enfin, on va plaider pour notre chapelle, que pour les logiciels Cogilog, donc le logiciel Cogilog Comptabilité pour tout ce qui est collecte de factures électroniques et le logiciel Cogilog Gestion pour tout ce qui est émission de factures, génération de factures, vous pouvez dès à présent avoir l'assurance que nous serons prêts pour les jalons de 2026. Vous le voyez dès à présent dans la partie comptabilité telle qu'on vient de le voir. Il est 9h27, je vous propose de passer aux questions. Alors, en cas de comptabilité analytique, comment peut-on paramétrer Cogilog pour l'import? Alors ça, c'est un point un petit peu détaillé, mais notez que c'est prévu, puisque dans les règles d'import qui sont ici, on peut affecter on peut affecter directement une écriture à un fournisseur à une section analytique. Et on a fait des développements au cours des derniers mois sur l'affectation automatique d'un compte sur une écriture ou l'affectation automatique d'un compte sur une ventilation d'écriture. Donc, si vous dites le compte EDF, il va 100% à la section analytique frais généraux, bah, vous le mettez ici, section analytique frais généraux. Et si vous avez une règle d'affectation plus complexe pour dire ça va à 50% sur telle section et à 75% et à 50% sur telle autre section, c'est aussi possible dans le logiciel. Alors, comment gérer un fournisseur qui propose plusieurs services de type communication, produits réseau? Eh ben, là aussi, il y aura des règles d'affectation. Le principe de la facture électronique, c'est que dans un premier temps, en tout cas jusqu'en 2027, les factures électroniques comprendront uniquement le total de la facture. Donc, vous n'aurez pas le détail de la facture. Donc là, si un même fournisseur vous envoie une fois une facture pour une nature de prestation à affecter sur un compte et une fois une autre facture sur une autre nature de prestation à affecter sur un autre compte, là, il y aura bien soit une règle de gestion, soit un traitement manuel à faire pour l'affecter sur le bon compte. Après-demain, donc dans un temps 2 de la facture électronique, l'administration fiscale prévoit de collecter les factures électroniques avec le détail du contenu de chaque facture. Donc là, on collectera aussi cette information et il est probable que l'on permette des règles d'affectation plus complexes, à savoir si le code prestation s'étend, alors ça va sur tel compte, si le code prestation s'étend, alors ça va sur tel compte. Notre logiciel Cogilog peut faire déjà un logiciel de facturation interne. Nous avons déjà un logiciel de facturation interne qui nous permet d'intégrer nos factures ventes dans Cogilog Compta. Oui. Est-ce que nous pourrons toujours utiliser notre logiciel? Alors pour la question de Nathalie, ce n'est pas très clair. Donc ça, je vous propose qu'on le voit en échange individuel suite à la formation, enfin suite au webinaire. Question analytique. Alors, attends. Quels sont les critères à privilégier pour le choix du PDP? Alors, pour le choix du PDP, c'est encore un peu tôt pour le dire. À noter qu'aujourd'hui, un certain nombre d'éditeurs se sont positionnés comme PDP. L'administration a publié une liste des demandes de PDP qu'elle a reçues. La liste est relativement significative. Il y a au moins une trentaine d'éditeurs qui sont dans les starting blocks pour devenir PDP. Chacun va avoir ses avantages et ses inconvénients. Nous, d'un point de vue Cogilog, comme je vous le dis, ce qu'on identifie, c'est qu'il n'est pas très clair si les schémas principaux vont aller directement vers le PPF ou passer par les PDP. Il y a certains PDP privilégiés avec lesquels, pour raisons historiques, on va fonctionner.
notamment le probable PDP lié à l'ordre des experts comptables qui s'appelle Je facture, mais il y a tout un tas d'autres PDP qui sont sur les starting blocks. Je pense ce qu'il est important si vous réfléchissez au choix d'un PDP, c'est bien sûr les critères de tarification qui vont, si vous avez des flux de factures significatifs, avoir un impact important, et également réfléchir à tout ce qui est, intégration dans un écosystème logiciel, et donc quelles sont les API proposées avec vos autres logiciels, soit en amont pour la génération de vos factures, soit en aval pour la collecte des factures d'un point de vue comptabilité. Quels sont les critères qui vont permettre de choisir entre PPF et PDP? Là aussi, c'est encore assez tôt pour le dire. Le PPF prévoit dans sa logique un service minimum pour collecter les informations nécessaires à l'administration fiscale pour établir une déclaration de TVA pré-remplie. Les PDP ont vocation à produire des services à valeur ajoutée complémentaires, notamment dans l'analyse des factures, les workflows de validation, une simplicité d'archivage. Il est encore un peu tôt pour se dire quelles sont les grandes différences. Ce qui est aussi proposé par un certain nombre de PDP, c'est lors de la phase transitoire. Les PDP disent, si vous avez un fournisseur qui vous envoie une facture uniquement en PDF parce qu'il n'est pas encore prêt pour la facture électronique, vous pourrez la déposer sur mon portail et moi, je vais, grâce à un système d'OCR, transformer cette facture PDF en facture électronique pour vous permettre de bénéficier de l'avantage d'une facture électronique. Tous les PDP ne le font pas. Certains sont partis dans cette direction. Ce sera certainement une plus-value pour les acteurs qui souhaitent être le plus rapide possible dans la mise en place de manière exhaustive de la facture électronique dès 2026. Cette plus-value va perdre de son intérêt en 2027, quand de toute façon la facture électronique sera obligatoire pour tout le monde. Alors, le thème des factures étrangères est un peu différent. Alors, on ne va pas l'aborder dans ce webinaire dont on approche de la demi-heure. Le principe, c'est que le schéma que j'ai décrit, c'est le schéma de l'e-reporting qui s'applique à tout ce qu'on appelle, à tous les flux de factures d'un émetteur français vis-à-vis d'un destinataire français. Dès lors qu'il y a un acteur étranger ou un acteur non assujetti à la TVA, tel que des particuliers, l'administration fiscale est un peu moins regardante. C'est-à-dire qu'il y a un autre schéma qui s'appelle le invoicing. Et donc là, l'administration va uniquement demander les totaux des factures, soit à destination de non assujettis à la TVA, soit des factures à destination d'émetteurs étrangers. Donc là, c'est tout un autre thème. Nous, notre perspective sur le thème du e-invoicing, sur lesquels, soyons honnêtes, l'administration communique de manière moins précise que sur le thème du e-reporting. Notre vision, c'est que pour tout ce qui est facturation B2B, on va pouvoir utiliser les mêmes canaux de communication que pour la facture franco-française, et l'administration pourra elle-même faire l'agrégat pour définir quel est le montant de ventes qui ont été réalisées en export ou en autoliquidation, et quel est le montant de vente qui a été réalisé à destination de contribuables français assujettis à la TVA. Pourra-t-on utiliser Excel pour créer ces factures électroniques? Alors, ça paraît peu probable d'utiliser Excel pour réaliser les factures électroniques. Notez qu'Excel, pour facturer, c'est déjà aujourd'hui un mode de facturation qui est assez discutable, puisque la législation impose une unicité des factures et une intangibilité des factures dès lors qu'elles ont été émises. Excel, on sait qu'on peut toujours revenir derrière et faire des modifications. La difficulté d'utiliser Excel pour faire une facture électronique, c'est qu'il faut générer un fichier XML qui détaille tout un certain nombre de champs liés à la facture. Ça me paraît peu probable que que vous puissiez construire une moulinette Excel en quelque sorte qui permette de gérer ça. C'est justement le métier des éditeurs de logiciels de gestion, de vous permettre de vous proposer des solutions de facturation qui génèrent automatiquement tous les fichiers liés. Pourrons-nous continuer à utiliser Cogeocgestion pour faire des règlements de factures fournisseurs?
Oui, la réponse est oui. Vous pourrez continuer à utiliser Cogeogestion pour générer vos factures de vente et collecter vos factures fournisseurs, gérer les encaissements de vos factures fournisseurs, gérer les mises en stock associées à la réception de vos factures fournisseurs. De la même manière, Cogeogestion va avoir une ouverture vers les portails pour pouvoir déposer les factures sur les portails. Aujourd'hui, pour ceux qui font des factures clients avec Cogeogestion, vous savez qu'il y a un petit bouton pour pouvoir envoyer une facture par email avec un format de facture prédéfini et un format d'email, un template d'email prédéfini. Demain, pour la facture électronique, il y aura un petit peu le même schéma où on pourra directement, depuis Cogeogestion, envoyer toutes ces factures au portail. Pourrons-nous avoir un compte-rendu de ce webinaire? Oui, notez que la solution Webikeo permet de voir le webinaire en replay et on mettra aussi à disposition sur notre site internet, sur le site internet de Cogilog, je vous le montre à l'instant, le contenu de ce webinaire. Donc, pour information, pour cela, vous pouvez aller sur le site internet de Cogilog, www.cogilog.com, sur la section assistance, support. Et ici, vous avez tous les éléments de support, la documentation, les FAQ et les webinaires ici. Donc, vous retrouverez ici ce webinaire sur la facture électronique. Il est 9h37, donc nous avons légèrement dépassé le temps imparti pour ce webinaire. Notez qu'une deuxième session est prévue la semaine prochaine, le 11. Donc, je représenterai le même contenu et la même petite démonstration, mais il y aura de nouveau une phase de questions-réponses. Si je n'ai pas pu répondre à toutes les questions qui ont été posées, notez que vous pouvez également les envoyer sur le mail cogilog@cogilog.com. Je vais vous proposer d'arrêter la présentation maintenant et je vais continuer de répondre à quelques questions qui n'ont pas pu être adressées directement depuis le chat. Je vous remercie à tous. De nouveau, n'hésitez pas à nous adresser vos questions cogilog@cogilog.com et je vous dis à la semaine prochaine pour la deuxième édition de ce webinaire. Au revoir.